fait partie du patrimoine mondial de l'humanité depuis 1991. On sait à peu près 14 millions de touristes chaque année y vont. Ils vont à la cathédrale. Et c'est un chef-d'œuvre d'architecture gothique situé en plein centre de Paris. Et évidemment, cet incendie, ça a été une course contre la montre. Et je pense que il y a eu une immense tristesse qui s'est emparée des milliers de Parisiens, même des Québécois, touristes aussi. Mais je pense que en gardant les murs de pierre, moi je suis jamais allé à Paris, mais j'imagine, c'est facilement imaginable. Prenons l'église Notre-Dame ici de Montréal, si elle passait au feu. On sait que la chapelle à l'arrière de l'église Notre-Dame a passé au feu il y a à peu près 25-30 ans. Mais disons que c'est l'église Notre-Dame de Montréal et qu'elle garde sa structure de pierre, etc. Évidemment, il va falloir tout vérifier par les architectes et autres. Mais disons que le pire a été évité, là, je pense. Et si on a été capable de sauver beaucoup de trésors, au moins ça sera ça. Et évidemment, c'est sûr que la physionomie de Paris va changer. Parce que c'est un haut lieu de la foi catholique qui a été qui a brûlé. Et il y a des reliques là-dedans, faut le dire. La couronne d'épines de Jésus-Christ. La tunique, je sais pas, Carl essaie de démarrer un appel. Je sais pas, Jean-Marc, si t'es là, mais essaie donc de m'amener, Carl, là, si c'est possible de ton côté. Donc, disons, la couronne d'épines de Jésus-Christ. La tunique du roi de Saint-Louis. Sauvé. Tout ça a été sauvé. Mais là, il reste d'où vient le feu. Là, il y a une enquête qui est ouverte. C'est bizarre, hein? On n'a même pas fait l'enquête, puis on conclut déjà que c'est une destruction involontaire. C'est assez bizarre. C'est involontaire. Est-ce que si le feu n'était même pas éteint, puis quand ils ont conclu ils ont conclu l'enquête. C'est assez bâclé rapidement, je trouve. On veut-tu cacher quelque chose? Encore une fois, on ne serait pas surpris. Salut Jean-Marc, j'espère que ça va bien, mon Jean-Marc. Ah, je sais que si le printemps n'est pas arrivé à Belleuil, le soleil est là, est avec nous ce soir. Carl Brochu, salut Carl, comment ça va? Et toute l'équipe de radioinfocité.com se joint à toi, Carl, pour des bons vœux. Et je sais elle a un bon petit garçon entre les mains. Et je pense que l'équipe de radioinfocité.com se joint à toi pour souhaiter une bonne fête à ta mère. Mm-hmm. Oui, si, parlant justement de ça, la loi 21, Carl, à Montréal,
On annonçait hier, je suis allé dans ton coin, et puis je suis revenu, on annonçait des milliers de personnes à la marche. J'ai comme des petites nouvelles, moi. Ce que j'ai vu des images, puis normalement, je suis assez bon pour voir combien il y a de monde dans une manifestation. Évaluer une foule, là, je suis pas pire là-dedans. Mais... Fait que c'est assez facile. Tu regroupes... tu sais, c'est un peu comme compter des feuilles de papier. T'en comptes 10, puis t'en mets 10 à côté, ça fait que t'as fait 20. Puis quand t'es rendu à 20, tu fais une autre pile de 20 à côté, puis là, t'en remets par-dessus, ça te fait 40. Là, tu sais, si tu veux compter par centaines, ça va vite. Fait que tu prends un nombre de personnes entre deux poteaux, puis tu dis, bon, ben c'est combien ça... Puis il y en a 200, ben tu comptes combien il y a de poteaux, hein, puis c'est facile à trouver le chiffre. Hier, je peux te dire une chose, là. Il y avait une manifestation à Côte-Saint-Luc, mais l'image que j'ai vue, c'est une image prise probablement d'un bâtiment en hauteur. Et, écoute, là, on parle pas de milliers, on parle d'à peu près 200, 150, 200, 250 là, personnes. Et là, on nous peut. Non, je parle ouais, Émilie Gamelin, je pense, parce que ça se promenait dans le centre-ville, tout ça. Là, ça venait d'un... Fait que c'était pas non loin de l'UQAM, là. J'ai cru reconnaître quelques bâtiments. Fait que c'était pas dans le parc Émilie Gamelin, mais c'est pas non loin de l'UQAM, là. Mais toi, est-ce que tu as vu des images de ça hier? Parce que la semaine passée, j'ai cru qu'il était pas mal plus de monde. Puis la semaine passée, pour moi, là, la manif de Charkaoui, là, c'était à peu près 3-4 000, là, maximum. Pas plus que ça. Là. Toi, tu disais 5 000, je pense. Tu disais 5 000. Peut-être Carl, attends un petit peu, Carl. Ah oui, pourtant. Là, est-ce qu'on t'entend, Carl? On l'entend, Carl? 1, 2, test. 1, 2, allez-y. Oui, bien là, je pense qu'on t'entend. Là, c'est bon. Oui, c'est bon, là? Vous m'entendez? Donc, la semaine dernière, Carl, il y avait 4-5 000 personnes, à peu près. Peut-être moins, là, autour du... de Charkaoui, là, je parle. Oui, c'est ça, là. Effectivement, à 2-3 000. 3 000. Entendons-nous pour 3 000, 3 500, tu sais, okay, regarde, là. Parfait. On se trompe c'est quand même pas. Beaucoup, là. Oui, si on compare à ce que Luc Lavoie a voulu nous dire, il a quand même réussi, là, les mouvements patriotes, souvent, il y a de la misère à avoir 400 personnes. Puis Adil Charkaoui en a déplacé environ 3 000. Oui. Puis quand tu dis mouvement patriote, là... je regarde les manifs que les gens organisent à TVA, puis sont 15-20. C'est pas, on parle pas d'une manifestation, on parle d'une présence genre vigile. C'est à tous les samedis, à telle heure, on va là. C'est le genre de vigile. Ce qu'on voit de ce temps-ci, les Gilets jaunes. Oui, et la meute et les groupes similaires qui ont déjà organisé des manifs dernièrement, ils étaient 300, 350 maximum. Mais faut dire que Charkaoui a déménagé pas mal plus de monde que tous les autres groupes réunis ensemble depuis le début du dépôt du projet de loi sur la laïcité. Hier, là, leur manif, j'ai pas vu... T'sais, pour moi, des milliers, il n'y avait pas de milliers hier. Là. Puis on n'a pas vu disons, je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir les images, mais est-ce qu'on a vu des affiches croix gammées, etc. hier? As-tu vu ça, toi, hier? Non, moi, j'ai rien vu de ça jusqu'à maintenant. Par contre, qu'est-ce que je voulais te dire? À Côte-Saint-Luc, on nous a montré sur le web là, des images du panel des gens qui ont pris la parole. Charles Taylor? Oui, c'est ça. Puis, à Côte-Saint-Luc, il y avait aussi il y avait un député du Parti libéral. Il y a du Québec. Est-ce que c'était Housefather? Oui, effectivement, Housefather. Toute la clique là, qui panique actuellement en voyant l'unanimité là, que semble créer le projet de loi 21 de Simon Jolin Barrette. Puis... sur l'île de Montréal, on va regarder là, sur ma page Facebook. Jean-Marc va pouvoir nous la montrer. J'ai écouté là, ce que Valérie Plante a fait comme discours concernant le projet de loi 21, où elle a réussi là, à avoir l'unanimité des conseillers municipaux de la Ville de Montréal
concernant le projet de loi 21. Je l'ai ici, là, je vais juste... je l'ai... donc, c'est laïcité, déclaration commune des élus de Montréal contre le projet de loi 21. Puis, j'ai écouté ça tantôt. Puis, les arguments que Mme Plante donne concernant, entre autres, là, elle dit que le SPVM n'a pas de leçon à recevoir du gouvernement québécois sur la façon dont doivent s'habiller ces policiers. Donc, ça, elle vient de dire d'une façon indirecte, parce qu'on l'a vu là, avec une étudiante là, qui actuellement étudie là, pour devenir policière. J'ai l'impression là, que on va en faire une vedette là, dans les prochaines semaines. Puis c'est avec des gestes comme ça là, que Valérie Plante va essayer là, de prendre le pôle de ce mouvement là, multiculturaliste qui est payant sur l'île. Parce que sur l'île, on a quand même là, des gens qui partagent les idées de Valérie Plante. Et à Radio Infocité, ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on doit enlever le statut là, de métropole à cette ville-là, d'essayer de traiter la ville de Montréal comme toutes les autres villes. Le statut aussi de ville sanctuaire qui nous a été mis dans la gorge, sans qu'on ait un mot à dire, par M. Coderre. On n'est pas sorti du bois là, à Montréal pour essayer là, de remettre cette ville-là sur le sens du monde. Puis, il n'y a plus rien à faire avec Montréal, on dirait, Carl. Oh oui. Oui, il y a de quoi à faire, mais il va falloir travailler. Moi, je te l'ai dit, là, François Legault, dans les prochains mois, il se garde peut-être ça comme dessert. Moi, je pense qu'avec la commission Charbonneau, avec tout ce qu'on a eu comme enquête, Gérald Tremblay, comment la ville s'est gérée, puis comment actuellement, là, elle tente de vouloir défier le gouvernement provincial. Moi, je pense Monsieur Legault, faut rappeler aux gens que le municipal est une créature du provincial. C'est le provincial qui a le pouvoir sur le municipal et on doit faire attention là, du côté de Mme Plante de ce qu'elle va faire. Là. Ça peut être payant du côté électoral, mais son pouvoir peut être peut s'effriter énormément si elle veut défier le gouvernement québécois. Si elle veut bomber le torse, puis essayer là, de se montrer comme la capitaine Canada multiculturaliste sur l'île de Montréal, moi, je pense que ça peut ouvrir là, un beau débat. Puis... ça va être très intéressant. Là. C'est à peu près... Hey, Valérie Plante, qu'on apprend là, qu'elle était dans le Sud, dans des conférences pour essayer de régler les problèmes du monde. On a une mairesse là, qui veut défier le gouvernement, qui est une ville qui est sur le bord de la décrépitude, puis qui essaie de vouloir régler les problèmes de la planète. Je n'ai entendu une bonne cet hiver. Je n'ai entendu une bonne cet hiver, Carl. C'est le représentant municipal, le responsable municipal du déneigement, qui disait que les Chinois venaient voir comment est-ce qu'on déneigeait à Montréal, puis que c'était tellement sensationnel, puis lui, il était fier. J'ai entendu ça en Radio Ville-Marie, je pense. J'en revenais pas, j'ai dit... Ils vivent-tu sur une autre planète, ce monde-là? La ville de Montréal n'a jamais été aussi mal déneigée que cette année. Elle s'en va pavaner partout comme une globe trotteuse. Et les trous, c'est envahi à Montréal. Je regardais tantôt, là, j'ai marché pas mal aujourd'hui, puis j'ai pris le métro, puis je regardais les trous dans les rues, puis j'étais pas en voiture, puis là, je les voyais de près. C'est dangereux, là. Et elle s'en vient faire la leçon au gouvernement du Québec sur la loi sur la laïcité. J'ai eu des commentaires, Carl, à l'effet qu'elle s'occupe donc
sa ville, puis de ses trous, puis de ses vidanges, puis de son déneigement, puis qu'elle règle donc les problèmes municipaux avant de se mêler des provinces, des problèmes nationaux. Elle n'est pas là pour régler les problèmes nationaux. Si elle veut... Puis là, elle s'en va avec Pérez, le chef de l'opposition, dire à Montréal, nous, Montréal, un instant, représente pas toi Montréalais, c'est la mairesse de Montréal, mais tu sais, nous représentons les valeurs montréalaises. Hey, c'est quoi ça, les valeurs montréalaises? Parce que, tu sais, on a parlé de la charte des valeurs. Non, c'est pas la charte des valeurs. Les valeurs, c'est très, très difficile à identifier, les valeurs. Mais la laïcité, ça, par exemple, c'est assez facile à identifier, à donner certaines balises de laïcité. Et elle s'en vient faire la leçon. Un instant, Madame la mairesse, moi, je peux te dire une chose. Quand je vais la voir, et quand je vais voir ses conseillers municipaux, je vais leur dire, écoutez, là, vous parlez en quel nom? Parlez-vous en mon nom? Parce que moi, je suis pour la laïcité. Puis là, ils arrivent avec une nouvelle formule. J'aimerais ça t'entendre là-dessus, Carl. La laïcité ouverte. On arrive avec ça, là, maintenant. C'est quoi ça? Ils vont essayer de nous mêler avec toutes sortes de mots de vocabulaire, puis de toutes sortes de... Ils vont nous apposer l'étiquette là, de phobe de toutes sortes, là. Mais moi, je le ressens fortement depuis que je suis à Montréal. Je viens de l'extérieur. Puis, je trouve que la ville de Montréal est ingérable. Puis, avant de vouloir régler les problèmes de la planète, avant de vouloir faire de Montréal une ville sanctuaire, où on dit que les illégaux vont être reçus, soignés, logés, nourris aux frais des contribuables québécois, moi, je trouve que en enlevant tout débat là, concernant l'immigration et tout ça, quand on me demande de payer de mes impôts, puis en plus, on essaie de nous faire croire que c'est rentable, wow, là, faut arrêter. Puis cette mairesse-là, d'où vient, toi qui es un Montréalais, François, d'où vient cette idée-là du rôle qu'on donne au maire de Montréal? Pourquoi le maire de Montréal, maintenant, est rendu avec, puis le conseil municipal est rendu avec des lois qui les met à part du reste du Québec? Si ce n'est que par le Parti libéral de Couillard, de Jean Charest, qui leur ont donné là, des pouvoirs accrus. C'est pendant le règne aussi de Harper aussi qu'on a... Mais ça s'est accentué avec Justin Trudeau. L'idée là, de vouloir régler les problèmes de la planète, comme se donner ce rôle-là comme maire de Montréal, moi, je pense qu'il faut quand même là, faire preuve d'humilité de la part de Mme Plante, puis revenir sur le plancher des vaches, puis de se mêler de ces affaires-là. L'immigration, les problèmes planétaires, réchauffement climatique, puis tout ça. On donne des micros à cette jeune fille-là qui, on le voit, là, est trimballée par toutes sortes d'idéologies qui veulent l'amener à une victoire électorale aux prochaines. Non. Ah non. Là, oublie ça, Carl, elle gagnera pas. Sur l'île de Montréal, Québec solidaire est un mouvement qui est en montée. On pense là, que le message qu'on voit là, d'Adil Sharkawi, puis tous ceux qu'on a vus défiler depuis le dépôt de la loi, on pense que c'est tout le monde... Oui, mais ça va être une libérale qui va se présenter contre elle. Ça va être chose... Comment ça s'appelle, là? Ça circule pas mal. J'oublie son nom, là. C'est une libérale. Elle est à l'émission à Radio-Canada, là. Elle s'est présentée dans Saint-Laurent, puis elle a perdu. Yolande James? Exact, oui, exactement. Fait que, tu sais, ça peut brouiller les cartes. Une bonne vieille libérale fédérale, là, tu sais. Écoute, là, on a échangé le scorbut pour le choléra. Puis là, tu me dis, là, Yolande James, là... Je ne sais pas, là, comment... ça va être la même affaire. Ça va être la même affaire. Oh. Oui, ça va être la même affaire. La politique de la mondialisation, du multiculturalisme, et vote de la galère. Qu'est-ce que James a fait dans la vie pour qu'elle puisse avoir l'expérience de gérer toute cette gang-là?
Il va falloir vraiment, là... Ça, c'est des lobbies. C'est des... l'État québécois pour faire le ménage là-dedans. Écoute, Carl. C'est pas entre Montréalais que vous allez faire le ménage. La merde est trop pognée dans cette ville-là. C'est impossible de penser que vous allez faire le ménage par vous-même. Il va falloir l'intervention. Le 70% qui appuie la loi actuellement 21 est à l'extérieur principalement de Montréal. Ah, puis je peux te dire une chose, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup à Montréal qui appuient le projet de loi 21. Je peux te dire une chose. Oui. Au moins 50. J'ai vu un chiffre, là. Écoute, je vais essayer de t'y trouver. Ils vont. Est-ce que vous pourriez me trouver Yvon Gay, mesdames et messieurs, notre recherchiste en chef? Est-ce que vous pourriez nous trouver les chiffres du sondage sur la laïcité à Montréal? C'est majoritaire pour la laïcité. François, moi, je te parle d'une impression que j'ai, OK? Ouais. Il n'y a rien de scientifique, on parle à soir. Okay. Moi, je pense que sur l'île, le message, le 70% à 80% qu'on dit que la population québécoise appuie le projet de loi 21, sur l'île, on peut inverser les chiffres. Je peux me tromper par une coupe de pourcentage, mais quand tu vois la carte électorale au niveau provincial et fédéral, on peut constater qu'il y a du rouge puis du orange et que le bleu a quasi disparu complètement. C'est sûr. Mais, donc, tu auras beau à me compter ce que tu voudras. Sur l'île de Montréal, ce que Valérie Plante a fait ce matin avec son conseil municipal puis Pérez, puis ils ont pris la peine aussi de sortir le kippa là, juif. On voyait là, qu'il y avait Pérez le porte tout le temps sa kippa. OK. Mais j'ai pas de problème avec ça, mais on voit quand même que ça porte un message qui veut défier là, ce que la majorité silencieuse au Québec voudrait... Il y a un petit problème, Carl. Il y a un petit problème avec Valérie Plante. Et c'est pas moi qui le dis, là. C'est pas moi qui invente le surnom. Sœur Sourire. OK? Sœur Sourire. C'est Denise Bombardier qui parle de Sœur Sourire ce matin. Je t'en parlerai tantôt. Sœur Sourire puis le chef d'opposition Pérez, des petites nouvelles pour eux autres. Puis les conseillers municipaux de Montréal. C'est pas eux autres qui mènent le Québec. On s'entend-tu? C'est le gouvernement du Québec qui mène ici au Québec. Pas à Montréal. Puis les lois s'appliquent au Québec. Puis là, on veut avoir une exemption. On veut avoir une exception pour moi. Hey, il va être close Montréal. Non. Les lois au Québec s'appliquent pour tout le monde, y compris les Montréalais et les Montréalaises, comme s'appelait à Sœur Sourire. Parce que, je peux te dire une chose, c'est la CAQ, là, elle n'était pas élue par les gens de Montréal. Il y a 2 députés de la CAQ à Montréal, soit dans Bourget et dans Pointe-aux-Trembles. Et les 73 autres députés de la CAQ, c'est en dehors de Montréal, même pas à Laval. Il n'y en a même pas un à Laval, un député, je pense, la CAQ, si je me trompe pas. Corrigez-moi si c'est le cas. Mais chose certaine, mon cher Carl, la CAQ... ils peuvent y aller à 100%. Et au-delà de ce que la mairesse Sœur Sourire de Montréal et M. Pérez, chef de l'opposition, et ces messieurs, dames, conseillers municipaux, 101 ou 105 conseillers municipaux pour une population d'un million de personnes, même pas 900 quelques mille voteurs. On n'a pas de leçon à recevoir d'eux. Aucune leçon à recevoir d'eux. Je m'excuse de le dire, là, mais non. En fait, mauvaise habitude de s'excuser ici au Québec. Je vous le dis, on n'a pas de leçon à recevoir de la mairesse Plante et compagnie. Je sais pas, Carl, comment tu vois ça, mais tu sais, ton opinion, ta perception concernant l'acceptabilité de la loi sur la laïcité à Montréal tu peux te tromper un petit peu, mais tu te trompes pas beaucoup, là. Tu sais, c'est 50-50. Tu penses que c'est 30-70, là, mets-le à 50-50, mais c'est quand même la moitié de la population à Montréal qui appuie ça, cette loi sur la laïcité. Comme je t'ai dit, là, on parle pour parler ce soir. Il n'y a rien de scientifique, mais on sent quand même que Valérie Plante est complètement omnibulée là, par son rôle de rassembler toutes les communautés à Montréal qui votent pour elle ou qui vont voter pour elle aux prochaines élections.
Puis, s'il y avait 90% de Québécois catholiques sur l'île, Valérie Plante aurait peut-être un autre discours. Moi, je vois ce que les agissements de Mme Plante comme une conséquence plus comme une cause, puis je veux pas me fâcher contre elle. Je fais juste remarquer que les positions qu'elle tient par rapport à un projet de loi comme la loi 21, on voit que ses influences sont ailleurs, que c'est là la dualité entre Québécois de souche, puis tous les concepts là, qui fait qu'on se sent au Québec, puis qu'on a un petit peu de gêne à identifier. Ben, sur l'île de Montréal, on s'y retrouve de moins en moins. Puis ceux qui ont le pouvoir à Montréal, même si elle a un nom très québécois, Valérie Plante, ben cette femme-là doit tenir un peu ce discours-là si elle veut être réélue aux prochaines élections. Donc, mais en même temps, elle le croit sincèrement. Elle pense que son rôle de mairesse d'une grande ville comme Montréal, ben si Montréal n'était pas une ville francophone, si Montréal avait pas sa spécificité québécoise, puis que c'était du n'importe quoi, puis on laisse aller Montréal à la dérive, puis on laisse ces gens-là l'influencer, ben moi, je pense qu'elle a besoin d'aide. Ceux qui ont on le voit, là, il y en a là, sur l'île qui sont vraiment sur le bord de la partition, qui vraiment... Ah oui, oui, avec... tu as tout à fait raison. C'est vraiment fascinant de voir comment il y en a certains qui vivent sur notre territoire et se concentrent dans certains maintenant territoires sur l'île de Montréal où il y a vraiment une autre culture qui se vit. Moi, je l'ai vu. J'ai eu plusieurs discussions avec mes clients sur l'île de Montréal, des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. Puis, je voyais complètement leur méconnaissance du Québec francophone. Et quand on parlait des deux grandes solitudes au Québec, surtout à Montréal, entre les Anglais et les Français, ben, ces deux grandes solitudes-là, en tout cas, du côté de la minorité anglaise, on a continué à développer ça chez les nouveaux arrivants, parce qu'on le sait que c'est le Canada anglais qui les a accueillis, qui les accueille encore et qui les accueillera encore dans je ne sais pas combien de temps. Mais il faut absolument prendre pour la première fois le contrôle de tout ça. C'est le fun de voir que dans le reste du monde, on peut avoir des exemples aussi en France où on a perdu ces pouvoirs-là. La France a dû donner plusieurs de ses pouvoirs à l'Union européenne. Et ici, au Québec, on a une fédération qui a plusieurs de nos pouvoirs. Puis que ce débat-là soit mondial aujourd'hui, puis que les nations veulent reprendre en main le contrôle, entre autres, de leurs frontières. Il faut essayer là, je ne sais pas comment on peut arriver à ça, François, mais il va être difficile de garder notre culture française en Amérique puis au Québec, même au Québec maintenant, si on prend pas le contrôle de certains pouvoirs. Ça remet en question là, tout ce qui fait notre futur comme nation. Puis c'est ça aussi que le projet de loi 21 montre comment le phénomène est rendu important, surtout sur l'île de Montréal. C'est ça aussi que Valérie Plante démontre à tous ceux là, qui sont en train de se mobiliser dans le reste du Québec. Puis, dont toi, je suis d'accord qu'il y en a un bon pourcentage sur l'île. Ah, ben, attends un petit peu. Je t'ai donné des chiffres 50, là. Mais, merci, Yvon. Mais, je peux te dire que j'ai des petites choses que là, avec le sondage que Yvon m'a envoyé, je reste un petit peu sceptique. C'est-à-dire, c'est un sondage
crop le soleil. Fait que là, j'en prends puis j'en laisse. Pourquoi? Parce que dans les sondages, à la grandeur du Québec, c'est 67-70% d'appui à la charte au projet de loi, à la loi sur la laïcité. 21. Hein, c'est ça? Oui. Bon, regarde bien les chiffres qu'on nous amène. On essaye de descendre des chiffres. Regarde bien ça. La région de Québec est celle qui est la plus séduite par l'idée d'une charte. La laïcité, d'une charte. La loi sur parlons de laïcité. Avec 66% d'appui. Ça, c'est le plus fort au Québec. Partout ailleurs, 50%. Et Montréal, 48% d'appui. Donc, 50%. Donc, ça veut dire que la région de Québec est en bas de 67. Et partout ailleurs au Québec, c'est 50-48. Ça, là, ce sondage-là, il ne vaut pas de la merde. OK? Ah non, moi, je suis d'accord. Ça vaut rien, ça. Parce qu'à Montréal, 48, là, ben, s'ils essayent, parce que ce sondage-là là, essaie de descendre les chiffres d'appui à la laïcité. Et je pense que le gouvernement Legault a 70-75% d'appui sur la loi sur la laïcité. Moi, je suis plus fort. Oui. Avec la manif de la semaine passée avec Charkaoui, là, ça a monté d'une coupe de points, ça, là. On s'entend-tu? Oui. Bon, on est rendu à 70% d'appui, puis eux mettent le maximum. La région qui appuie le plus, c'est 66. Partout au Québec, 50. Pas vrai. C'est plus fort que ça. Hey, François, l'autre affaire que j'ai vu aussi passer sur les réseaux sociaux, qu'il y en a qui veulent sortir Charkaoui du Canada, le renvoyer au Maroc. Ouais. Ben non, je veux pas, gardons-le. Là, c'est le temps, là. On a trop de fun avec. Chose, là. Hein? On a trop de plaisir avec. Hey, il donne un show. Il n'y a pas un humoriste qui arrive à sa cheville. Non. Il est parfait. Il est parfait. Laissons-le là. Il est parfait. Oui, moi. Oui. Non, ben regarde, il n'y en a pas un. Écoute, il fait un bon show. Puis plus il sort, plus ça monte de notre bord. Puis à Place Émilie Gamelin, là, c'était très anglophone aussi. C'était très pro-Canada. Il y a eu des imams, là, qui... Il y en a, là, qui m'ont dit certains noms, là, que comme encore une fois, je cite le maire Tremblay de Saguenay, un nom qu'on n'est pas capable de répéter. Mais c'est ça, là. Continuons. Moi, je pense que c'est... mais continuons, puis en même temps, il faut réagir, là. Qu'est-ce que tu penses aussi, là, des manifs? Moi, je pense qu'il y en a, là, qui veulent faire une manif le 4 mai, la vague bleue. Bon, ben, j'ai un petit problème avec ton son, là. Je sais pas, essaye de régler. Essaye de régler ton son. Des fois, on t'entend, là. On t'entend très bien, mais ça coupe parfois. Fait que juste essayer de régler ça. Je crois que ça coupe, là, moi aussi. Ouais, ben c'est ça. Ben, Jean-Marc ne doit pas être bien loin, là. Puis en attendant, pendant que je te parle, j'essaie de trouver un petit bout de conférence que Charkaoui a prononcé il y a quelque temps. C'est peut-être une minute et demie, là. C'est pas toute la conférence, mais c'est un petit bout. Puis Charkaoui dit là-dedans, j'essaie de voir là, pendant que je te parle, je retourne en arrière, qu'il est pour la charia. C'est assez extrémiste à mon goût, puis non seulement à mon goût, mais tu sais, quand tu es rendu pour la charia, là, puis c'est assez intéressant à entendre. Je l'ai entendu encore une fois dernièrement. Je me suis dit, je l'ai entendu pour la première fois la semaine passée, puis j'ai voulu le réentendre, voir si j'avais bien compris. Puis effectivement, il s'est prononcé pour la charia. Je dis, oh ben, il est pas... C'est ça. Comme tu dis, il fait un bon spectacle, faut le laisser là. Mais puis ça nous montre, parce que, tu sais, parfois, il y a des gens qui prêchent, prônent des idées. Et puis moi, des fois, je peux être d'accord avec la gauche, dans le sens que quand il arrive quelqu'un là, de l'extérieur, c'était déjà arrivé qu'il y a des invités qui venaient par un groupe quelconque, là, parler à Montréal, puis ils ont été quasiment refusés, même les enceintes, même les endroits, les propriétaires des endroits ont annulé pour la location de leur salle pour entendre ces
prédicateur, prêcheur, je sais pas trop qui, là. Mais moi, je dis au contraire, faisons-les parler. Et c'est l'occasion de connaître les gens sur leur vrai visage, comme on dit. Et Charkaoui, c'est la même chose. On voit de quel bois il peut se chauffer, à quoi il pense, et qu'est-ce qu'il prône. Et je pense là que il y a assez disons, de reportages sur lui, de vidéos, etc., pour se donner une petite idée de qui c'est, ce bonhomme-là. Et moi, comme on disait tantôt, faisait un bon show, et ça nous démontre de quel bois il chauffe. Fait que là, les gens qui défendent, qui sont contre la charte, ben sont... En fait, de la manière qu'on a vu ça la semaine passée, le chef de file, c'est Adil Sharkawi. Non? Mon son va très mal. Je pense que les gens vont pas aimer mon son en ce moment. Là, c'est revenu, on dirait. C'est correct, là, on dirait. Là, oui? Oui, c'est bon, là. Ça coupe pas, en tout cas. Okay. Mais le chef de file... Là, on a peut-être essayé de vouloir récupérer la situation avec Valérie Plante, mais on peut déjà dire que Sharkawi, c'est le chef de file des gens qui sont des anti-chartes, anti-loi laïcité, n'est-ce pas? Ben oui, c'est un des leaders. Puis c'est ça aussi là qui doit pas faire l'affaire non plus là de certains au Parti libéral. Il y en a certains qui sont proches là, de l'opinion publique de la majorité francophone, puis du reste du Québec. Puis ils doivent voir et ils doivent bien s'apercevoir là que le poisson est en train de leur échapper des mains. Mais soyez sans crainte, là, le Parti libéral a quand même des spécialistes des communications qui vont réussir à essayer là, de renverser l'opinion publique. Là, et, un peu comme Luc Lavoie disait, là, qui disait il faudrait pas trop brasser la communauté avec ce projet de loi-là, la communauté musulmane, pour pas recréer les événements qui se sont passés en France. J'ai hâte de voir comment va s'orienter ce message-là d'Adil Sharkawi au Québec. Effectivement, il est difficile de voir comment le Canada a pu accepter, avec le passé de ce monsieur-là, comment on peut l'accepter, comment on peut accepter la citoyenneté canadienne à un homme comme ça. Pour moi, c'est ça aussi que je trouve inquiétant dans la nouvelle. Quand on me donne le pédigree du gars, puis on me dit que la main-d'œuvre québécoise a besoin d'Adil Sharkawi pour son manque son pénurie de main-d'œuvre, je me dis, Adil Sharkawi, il vient régler quel problème ici, là? Puis je regarde les 3000 qui étaient là, la semaine, pas 2 semaines. Je me dis, je regarde qu'est-ce qui semble les préoccuper dans une journée. Puis c'est vraiment pas les préoccupations d'un Québécois moyen qui vit ici depuis 2-3 générations. Même, t'as pas besoin de génération. C'est occidental. Il y a certains groupes à la Adil Sharkawi qui fait pas juste brasser les préceptes de la culture québécoise. Il chambarde aussi les principes de l'Occident, de la culture occidentale. C'est ça aussi qui repousse plusieurs sociétés. Puis que ça soit encore défendu ici au Québec pour des raisons politiques par le gouvernement canadien, ça montre aussi comment ce gouvernement-là est prêt à aller bas pour essayer de nous tasser.
ça vient remettre encore du poids. Puis je suis content parce que je l'ai partagé sur ma page Facebook. Il y a Pierre Falardeau qui l'a dit aussi à l'époque. À travers l'histoire canadienne, puis il n'y a pas juste Falardeau qui l'a dit, puis on n'a pas besoin d'être un grand spécialiste pour le voir, mais c'est important de se le faire dire par des gars comme ça, que l'immigration a toujours servi l'occupant britannique, maintenant canadien. Ça nous montre le vrai visage du Canada à l'intérieur du Québec. Ça montre que c'est un corps étranger dans, malheureusement, ce qu'on appelle une province, que j'ai hâte qu'on appelle un pays. Ça montre la manigance, toutes les sorties qu'on fait là, à Montréal. Ça montre aussi l'urgence d'agir avant qu'on se fasse balayer, même sur l'île de Montréal. Ça va vite. Regardez sur l'île de Laval. Regardez la ville de Brossard, où il faut... puis moi, je pense qu'il y a un travail à faire là-dedans. L'adversaire développe des grandes solitudes. C'est ce qu'on nous a dit du multiculturalisme, que ça développe des communautés qui se parlent pas entre elles, mais dont le gouvernement central a le contrôle. Puis le gouvernement central qui veut prendre le contrôle, c'est le fédéral. Puis le fédéral, c'est le moins bien placé pour répondre à nos intérêts au Québec. C'est le moins bien placé pour répondre aux intérêts des Albertains. C'est le moins bien placé pour répondre aux intérêts des Colombiens en Colombie-Britannique. La seule province qui est chouchoutée puis qu'on paye très cher pour son prestige, qui n'aurait pas du tout, c'est l'Ontario. Puis ça, me semble aussi, ça crève les yeux, que quand la Fédération canadienne va perdre de l'influence, une des villes qui va en perdre le plus, c'est la ville de l'Ontario. S'il y a une ville qui... pas une ville, une province qui est artificiellement riche grâce à la Fédération canadienne. Puis l'autre chose aussi, en réfléchissant sur la géopolitique de certains maintenant, il n'y a pas juste Jean-Jacques Nantel qui en parle maintenant, il y en a bien d'autres. Comment aussi les provinces maritimes ont intérêt à être beaucoup plus polies avec un pays québécois qu'avec une province québécoise. Les provinces de l'Est serait beaucoup plus... Le Terre-Neuve, enlève-y le fédéral, parce qu'ils ont fait beaucoup de pression sur le fédéral, puis le fédéral voulait tellement garder l'unité canadienne, puis pas... parce que si Terre-Neuve part, ça fait éclater la Constitution, puis ça rebrasse les cartes. On leur a fait un barrage à Muscarafal qui vient aussi nous faire comprendre comment on est prêt à faire du millage pour nous contourner, pour être sûr de ne pas passer sur le comptoir, sur le territoire contaminé du Québec. Mais c'est tout ça là, en ce moment. La Fédération canadienne vit ses dernières heures. Je l'espère. J'espère qu'on est en train de prouver ça, là. En tout cas, je peux te dire une chose, c'est que on a vu, là, hier, les manifs d'hier, ça n'a pas été un grand succès au niveau de la participation. Mais par contre, la semaine dernière, on l'a dit en début d'émission, que la manif de Charkaoui a été pas mal plus courue que les autres et que c'est lui qui est devenu le chef de file. Et Valérie Plante, on dira ce qu'on voudra, elle ne représente pas tous les Montréalais, comme Charkaoui ne représente pas tous les musulmans, il faut le dire aussi. Moi, François, par contre, j'aimerais beaucoup voir M. Adil Charkaoui, candidat de Québec solidaire aux prochaines élections. Ça serait bon, ça, j'aimerais ça. Bonne idée, Carl, bonne idée. Je trouve que ça pourrait être un bon candidat pour Québec solidaire. Oui. Ça pourrait devenir intéressant de voir... en tout cas, mais ça serait pas très surprenant. Mais chose certaine... Surtout qu'il est au Canada depuis 1995. Oui, il est citoyen depuis... oui. 1995. Oui, mais il est citoyen canadien depuis peu, par exemple. Depuis quelques années, là, il peut être candidat, il peut être éligible. Donc, citoyen canadien depuis 2014, t'as raison.
2014, puis lui, je pense que c'était surtout ses certificats en ingénierie. C'est quoi le don, là? Il est professeur en certificat en enseignement de l'Université de Montréal. Et maintenant, il fait comme fonction principale président et directeur du collectif québécois contre l'islamophobie. Cette affaire-là. Là. Ah oui, oui. Puis on tient à souligner le collectif canadien. Son certificat d'enseignant au cégep lui a été retiré pour des raisons de sécurité qui est écrit. Ah ouais, mais il pourrait toujours continuer à enseigner, mais il doit être supervisé. Hey, j'ai partagé une photo sur mon Facebook avec Stéphane Gendron. Hey, ça, là, Stéphane Gendron, c'est le maire de Huntingdon que j'ai déjà respecté, que je respecte encore, là, mais ouf, que j'ai beaucoup de misère à voir là, dans quel mouvement idéologique il est rendu aujourd'hui. Il fait un spectacle, lui. C'est un spectacle. Oui, hein? Ben oui. C'est un gars qui... Il nous fait un bon show. Il veut provoquer. C'est un provocateur. Un matin, il dit, moi, là, je vois des petits chats sur la rue, j'ai crossé ça avec mon camion. Là, il sait très bien qu'il va avoir la Ligue des défenses des animaux sur le dos. Puis il veut juste avoir... C'est ça, l'ex-maire d'Huntingdon. Par contre, là, son spectacle, là, il y a un an, là, il était avec les musulmans. Là, regarde bien ça, là, ça marchera plus. Là. Il va se trouver une autre cause, là, puis qui va provoquer. Puis là, c'est son genre, c'est son style. Mais sauf que Charkaoui, lui, il est plus, il a plus d'influence que l'autre. On l'a vu dimanche dernier, il y a 10 jours. Fait que, cela étant dit, la mairesse Plante a décidé de se prononcer contre et d'envoyer un message au gouvernement. Mais c'est pas surprenant, Carl et Jean-Marc. C'est pas surprenant. Vous attendiez-vous à d'autres choses que ça, ou venant de Sœur Sourire, que... regarde bien, là. Puis, Martin-Joseph Lamontagne nous disait que ça serait Denis Coderre qui se présenterait aux prochaines élections. Peut-être, mais c'est pas ce qu'il a dit à Tout le monde en parle il y a 10 jours. J'écoute jamais Tout le monde en parle, mais quand c'était Denis Coderre, j'ai dit, tiens, je vais au moins l'écouter cette fois-ci. Seulement que son entrevue, j'ai pas écouté le reste, c'est pour savoir où il s'en allait. On lui a posé la question, allez-vous être candidat? Il dit non, ma décision est prise, je suis ailleurs. Bon. À moins qu'il change d'idée, il fasse un peu de diversion, ce qu'il a réussi probablement à faire de mon côté. Mais même Denis Coderre, entre vous et moi, là, il est pour la ville sanctuaire, puis il est pour qu'il y ait un statut spécial pour Montréal. Donc, s'ils veulent un statut spécial pour Montréal, ça veut dire qu'ils ont quasiment abdiqué comme quoi la loi va passer. C'est qu'ils demandent déjà un statut particulier. Exemption et, disons, exception. Ce qui fait que il voit bien que le gouvernement Legault est sérieux. Et là, elle a même dit, puis je peux même, de contester au niveau de contester devant les tribunaux. Valérie Plante a dit ça, là. Il fallait contester la loi devant les tribunaux. C'était un élu, ça. Elle gère l'argent du monde, puis elle dit, on va prendre l'argent du monde, puis on va contester l'autre gouvernement. Non, mais elle a de la misère à administrer sa ville, puis elle est déjà rendue à contester le gouvernement, non pas pour des domaines municipaux, disons, je sais pas moi, des lois qui concernent la municipalité. Non, ça concerne même pas la municipalité, ça concerne en grande majorité l'enseignement. C'est le monde de l'enseignement. Les policiers, mais encore une fois, les policiers, s'il y a un endroit où la population est très favorable, même une vaste majorité, quasiment une unanimité, c'est bien dans la police.
Mais encore une fois, on est dans le pays du Canada, mesdames et messieurs. Et il y a même... tu sais, quand... Là, on va s'en aller sur un autre registre, mais on pourrait y revenir après si vous voulez. Mais c'est le ministre en chef du Pendjab qui critique Justin Trudeau. Parce que... Puis le ministre en chef de l'État du Pendjab en Inde, et puis ça, cet article-là, ça vient de l'agence QMI. C'est mis à jour dimanche 14 avril 2019, 22h50. Hier soir, presque à 23h. C'est le ministre en chef de l'État du Pendjab en Inde qui a critiqué le gouvernement fédéral. Pourquoi? Pour avoir supprimé une référence à l'extrémisme sikh dans un rapport sur le terrorisme. Et c'est le capitaine Amarinder Singh qui a qualifié dimanche le premier ministre canadien Justin Trudeau qui joue avec le feu avec cette décision qu'il considère comme mal avisée selon le quotidien Times of India. Ministre en chef du Pendjab, un État à majorité sikh, a estimé que cette décision du gouvernement de Justin Trudeau a été motivée pour plaire à l'électorat sikh au Canada en vue du scrutin fédéral à l'automne prochain. C'est le ministre en chef du Pendjab qui parle d'électoralisme sikh pour les élections. Il connaît l'international, le ministre en question, là. Et si je le cite, c'est évident que Trudeau, il dit plus le premier ministre Trudeau, il dit Trudeau a voulu se protéger en vue des élections à venir au Canada, cédant la pression dans son pays. Lorsque le processus, il a de manière flagrante ignoré les impacts négatifs que cela pourrait avoir sur l'Inde et sur la stabilité géopolitique, a ajouté celui qui avait rencontré Justin Trudeau lors du controversé voyage du premier ministre fédéral l'an dernier. Fait qu'écoute bien, là, même il y a des remontrances de tu sais, son voyage là, en Inde, là, ça le suit encore. Fait que tout ça, c'est dans la mouvance du multiculturalisme, Carl. Moi, j'ai appris à travers les branches, sans être un grand spécialiste, là, qu'il y a la communauté sikh au Canada est très importante. C'est dans les populations extra-indiennes, la communauté sikh canadienne, c'est une des plus grosses. Puis, donc, il y a des îlots de communautés sikh au Canada qui ont monté dans le pouvoir. Ces gens-là ont de l'influence, pas juste dans leur lieu de culte, mais aussi mobilisent leur population pour prendre le pouvoir dans les endroits où ils atterrissent. Puis on peut pas leur reprocher ça, c'est un réflexe humain, mais en même temps, on voit jusqu'à où ça peut pousser. Quand tu deviens un groupe important, on dit, c'est certains spécialistes au Québec et ailleurs, que quand une population là, dans une région donnée dépasse 10% de la population, le phénomène là, de l'intégration est plus difficile, puis ils ont plus tendance à se regrouper, puis à vouloir reproduire la communauté dans laquelle dans laquelle ils proviennent. Donc, quand tu vois Justin Trudeau, il y a peut-être... C'est intéressant d'analyser ça. Quand il était en Inde, il a été avec des Sikhs séparatistes. Puis ça l'a tellement insulté l'Inde. Rappelle-toi que le premier ministre là-bas n'a même pas voulu l'accueillir officiellement quand il est arrivé. Puis il a envoyé un de ses ministres. Donc, il a créé un malaise qui... je peux pas croire que Justin Trudeau savait pas ce qu'il faisait en allant faire ça. Puis, en même temps, en appuyant comme ça la communauté sikh sur le territoire indien, je me demande jusqu'à quel point il y en a qui disaient qu'il avait fait pour lancer un message à Jagmeet Singh qui pourrait menacer son électorat, qu'il a été comme couper l'herbe en dessous du pied de Jagmeet Singh, le chef du NPD, pour s'allier la communauté sikh de son côté. Donc, s'il a fait ça, il a quand même
C'est pour comprendre. Ça me fait douter. J'espère que j'ai pas raison, que les Sikhs sont tellement importants au Canada qu'ils peuvent contrôler certains voyages de notre premier ministre pour aller lancer des messages à l'international. Et puis ça me surprendrait pas. C'est ça aussi qui est préoccupant. Qu'est-ce qui influence nos preneurs de décision aujourd'hui? C'est-tu des groupes religieux? C'est-tu la démocratie, les élections qui nous fait voter à tous les 4 ans? C'est-tu des groupes de finances ou de financiers ou de contracteurs ou de groupes de communication ou de bureaux d'ingénieurs? C'est rendu... moi, je l'ai dit à plusieurs. Le gars qui voudrait ou la femme qui voudrait nettoyer au complet puis se montrer plus blanc que blanc dans cette jungle-là aujourd'hui qui est rendue la politique. Mon père, avant de mourir, disait que le Québec lui faisait penser à des vieux pays où c'est au plus fort la poche qui l'emporte. Puis, je vais te dire... pour ça. Mon père est mort inquiet, mais je pense que... Comment je pourrais te dire? Tout est basé sur l'argent aujourd'hui. Puis... que j'ai visité à quelques reprises. Je trouve ça très dommage. Mais j'écoutais le discours de M. Macron où souvent, quand j'écoute un discours, j'analyse beaucoup le ton. Puis, ce que le gars essaie de nous passer comme message, puis je l'ai trouvé... j'ai trouvé son discours très pompeux. Puis j'ai trouvé que dans son discours, il était obsédé d'essayer de trouver une formule historique que son discours le rendrait maintenant le plus grand président de la France. J'ai trouvé que au lieu de... Moi, je pense qu'il était même pas obligé de parler aujourd'hui. Je trouve qu'il n'y a rien apporté dans ce que je voulais ressentir, parce que l'événement est tellement soudain que j'ai trouvé le discours d'Emmanuel Macron très d'actualité. C'est un gars qui essaye de trouver la bonne parole, le bon punch pour passer à l'histoire. Tandis que l'événement comme tel là, nécessite que tu te recueilles et que tu sois le moins... je pense qu'Emmanuel Macron aurait pu attendre au moins une journée avant d'intervenir. Écoute, Carl, on en discutera peut-être tantôt de Notre-Dame de Paris. J'ai retracé quelque chose. Je pense que c'est Yvon qui me l'a envoyé. Je sais pas qui, peut-être c'est Yvon. J'aimerais revenir à ce que tu parlais tantôt. La manif d'hier. La manif d'hier qui avait des députés qui étaient présents. Il y avait... Il y a eu Charles Taylor, ça on le sait. Hein? Tu en parlais tantôt. Et il y avait Franz Benjamin, député libéral fédéral. Québec solidaire, Rouba Gazaï. Ainsi que le chic Ali Sobeti. Je ne sais pas si je prononce bien, S-O-B-E-I-T. Oui, c'est lui que j'ai vu. Là. Ça en est un là, qui est assez... il y a Félix Séguin de QMI TVA a préparé un reportage là-dessus, justement. J'aimerais te le faire entendre. T'es-tu prêt? Oui, puis je vais aller prendre une petite pause. Je vais aller me chercher de l'eau.
Oui, OK. Ben, il y a une petite Je vais publicité. l'écouter sur mon cellulaire. Il y a une Ouais. petite publicité qui vient avant, là, laissez faire, mesdames et messieurs. J'aime mieux laisser passer la publicité qui vient avant que de tout bousiller mon affaire. Fait qu'on va attendre ça. D'ailleurs, Techniseal dure tellement longtemps que les gens savent plus quoi faire de l'arrêter. Donne la patte. Donne la patte. Donne la patte. Donne la patte. Bravo! Techniseal, ça dure longtemps. Rassemblement au centre communautaire musulman et prise de parole également à laquelle a été convié 4 individus, notamment le cheikh Ali Zbeti. C'est un imam extrêmement controversé. C'est un Irakien d'origine du courant chiite de l'islam. Il est arrivé ici au pays en 1987, a reçu sa citoyenneté canadienne en 91, mais en 2009, les choses ont commencé à se gâter pour lui puisqu'il a fait l'objet d'une enquête extrêmement poussée de l'EISN, l'escouade intégrée sur la sécurité nationale, en clair, l'antiterrorisme. Et cette enquête-là a fait en sorte qu'en 2014, son passeport canadien lui soit révoqué. Après de longues batailles judiciaires, son passeport lui a été réémis. Et ce soir, il est ici et prend la parole avec des députés, notamment de Québec solidaire, Rouba Gazal, et du Parti libéral du Québec, France Benjamin. Alors, nous avons tenté de parler à ces 2 élus afin de savoir si cette affaire ne causait pas pour eux un certain malaise, minimalement, ou qu'est-ce qu'il en pensait tout court. Les voici. Vous saviez que vous partagiez cette scène avec un homme qui a fait l'objet d'une enquête antiterrorisme, Monsieur Ali Zbeti? Non, je suis pas au courant. Tu n'es pas au courant de ça? Non. Moi, je sais qu'il y a Monsieur Charles Taylor, puis aussi le député du Parti libéral. Donc, à cette affirmation... Je vais parler avec les gens. S'il y a des places qui sont ouvertes au grand public, quand ils agissent dans l'illégalité, donc l'État intervient. Donc, à ce que je sache, vous parlez de soupçons. Donc, moi, je suis là comme député de Viau cet après-midi. Le centre communautaire musulman de Montréal, lui, devant lequel nous sommes, n'a pas toujours fait l'unanimité non plus. Il s'est trouvé dans l'eau chaude en 2015, alors que le bureau d'enquête du Journal de Montréal rapportait que son site avait hébergé des propos qui allaient à l'encontre des sociétés occidentales libres comme le Québec, et je cite, et de l'homosexualité. Eh bien, c'est un reportage de Félix Séguin, TVA, qui parlait justement de l'imam qui était là hier. Ali Zobti, Zobeti. Je sais pas si je prononce bien. Je sais pas si je prononce bien son nom, mais en tout cas, c'est comme ça. Et devant plusieurs, évidemment, dizaines de personnes, Charles Taylor, qui était... que l'on connaît, la commission Bouchard-Taylor. Et le philosophe, Charles Taylor, quelques minutes avant de monter sur l'estrade du Centre communautaire musulman de Montréal, a dit qu'il ne connaissait pas le monsieur en question. Ah bien, possible. Possible, mais les députés, on voit où ça peut mener. Hein? C'est qui les meneurs dans cette bataille contre la laïcité? Fait que, entre vous et moi, mesdames et messieurs, là, continuons comme ça, restons comme ça, et vous allez voir que ça va bien. Ça va bien dans le sens que, un peu comme on disait tantôt, les leaders se sont identifiés au niveau des 2 camps, et dans le camp des anti-lois sur la laïcité, ben, tu as des députés libéraux, députés de Québec solidaire qui s'associent à des gens qui sont assez controversés, qui ont été suivis par la GRC, et toutes ces... Puis c'est pas moi qui invente. J'invente rien, mesdames et messieurs. Je n'invente rien. Fait que c'est un peu ça, et Martin me dit qu'il n'y a plus de son. Moi, je vois que du son. Là. Si Yvon, vous me direz là, si c'est correct de votre côté. Et on s'ajustera. Carl va revenir, ça ne sera pas long. Mais en bout de ligne, je peux vous dire une chose. Je pense que ils sont un petit peu pris, là. Les anti
laïcité. Fait que, continuons comme ça. Carl me posait la question tantôt, la manifestation du 4 mai prochain, vague bleue. Bon, regardez, là. Je peux pas empêcher les gens de sortir sur la rue, là. Mais, vous voyez, hier, j'ai vu quelques apparitions au parc Émilie-Gamelin. Je pense que c'était Pierre Dion, celui qui a été accusé, là, qui a des problèmes judiciaires, là. Je le connais pas, Pierre Dion, moi. Jamais rencontré. Jamais. Mais je peux vous dire une chose, d'aller là avec un genre de petit toutou gonflable, là, puis un drapeau du Québec, je sais pas ce que ça donne. Ça donne absolument rien. Rien. Absolument rien. Et pour moi, c'est un geste de provocation de sa part. Soit qu'il est en manque de vedettariat. Il s'est fait sortir par 2 policiers en vélo. Je l'ai vu hier sur les réseaux sociaux. Ça amène quoi dans le débat, ça? Ça amène quoi dans le débat? Laissons-les aller, là. Et puis, j'ai comme l'impression que ça amène absolument rien. Comme la manif du 4 mai prochain. Il va y avoir combien de monde, là? Puis, vous portez flanc. Je vous le dis, là. Il va y avoir des propos disgracieux qui vont se tenir là. Moi, j'y serai pas. Ou tout de suite, j'y serai pas. Ça m'intéresse pas. Si c'était organisé par le mouvement laïque québécois, j'y irais. Mais encore une fois, par des gens qui sont... Je sais pas, là... Tu sais, non, ça marche pas. Il y a quelque chose là-dedans qui me colle pas. Je me dis, il y a peut-être des gens de bonne foi là-dedans, là. Mais non. Je m'excuse, là, mais regarde, vous portez flanc en maudit. Puis là-dessus, là, s'il arrive des débordements, vous savez en maudit quand vous sortez de même, là, que les antifas vont aller vous garocher des bouteilles, puis ça va se pogner aux cheveux. C'est quoi le problème? Vous avez ça le trouble, quoi? S'il y en a un qui n'a organisé des manifs dans sa vie, c'est bien moi. Puis aujourd'hui, je n'organiserai pas. Pour l'unique raison, parce que eux sont là, l'autre bord. Puis ils chargent juste ça. Dernière fois, là, je les ai vus aller, là, ces antifas, là, ces gens-là, là, qu'on appelle antifas. Bon, regarde. Je sais qu'ils sont bien organisés, puis tout ça. Ils sont rentrés dans un restaurant, ils ont sorti toutes les chaises, puis ils ont lancé ça à tout le monde. Ils ont lancé ça sur la rue. Il aurait pu attraper quelqu'un. J'ai vu, moi, à cette manif-là, là, je suis allé voir sur le terrain ce qui se passait. Il aurait pu lancer ça. Il y avait beaucoup de personnes âgées. Et eux, ce sont tous des jeunes. Fait que, vos risques et périls. À vos risques et périls, mais encore une fois, ceux qui organisent ça, là, vous aurez bien beau venir me dire sur Facebook, tu vas voir, François, ça va être... Hey! Regardez bien, là. Ça va bien, là? Si vous êtes en manque de publicité, là, dans les médias nationaux, là, dans les médias de masse, là, ben faites-la, votre manif. Vous allez passer à la télévision. Mais ça va vous donner quoi en bout de ligne? Vous allez juste donner des arguments parce qu'il peut y avoir des dérapages. On n'a pas besoin de ça. Pas besoin de ça à ce stade-ci. Il y a des luttes très importantes qui sont à venir, des manifestations organisées. Et si le gouvernement n'allait pas de l'avant, je dis pas. Et André Couture, Mme Couture arrive avec une expression extraordinaire. Vous vous exposez. Vous vous exposez. Et puis, moi, mon père, mon vieux père, là, il est décédé aujourd'hui, il m'a dit, puis faites attention, hein, quand vous organisez une manifestation, messieurs, dames, là, du 4 mai prochain, là, parce que quand vous organisez une manifestation, un groupe d'humains, c'est mon père qui me disait ça, puis j'ai vérifié par la suite, puis il avait bien raison. Quand tu es dans un groupe, une manifestation, là,
ça a l'âge mental. Une manif, ça peut avoir l'âge mental, là, souvent, là, de 14 ans. Des jeunes écervelés de 14 ans. Puis autre chose que je vais vous dire, messieurs, dames, du 4 mai prochain, la supposée vague bleue. Il n'y aura pas de vague bleue, mesdames et messieurs. Ah ouais, vous allez être en crise après moi, ça me dérange pas. Parce que le Québec est plus important que vous autres, vos petites niaiseries. On s'entend-tu, là? Petite niaiserie. La vague bleue. Hey! Un instant. Là, vous vous exposez. Il y a une manifestation sur l'âge mental de 14 ans. Mais n'oubliez pas l'autre côté que vous ne contrôlez pas, messieurs, dames. Les provocateurs de l'autre côté qui vont venir. Ça, vous savez très bien que les antifas vont être là. Il faut qu'il va y en avoir là, une contre-manifestation. Ça risque de déborder. Là. On va être service d'ordre de la meute. On va être fort. Ben oui, service d'ordre de la meute. Ça n'a aucune espèce d'importance. Aucune. Puis moi, comme pas des amis ou pas, là. Vous savez, à l'autre, je suis rendu à 56 ans. Moi, mon combat, j'ai un combat, c'est de faire de l'indépendance du Québec. Le reste, pour moi, c'est tout du niaisage. Par contre, la laïcité, c'est important, juste par rapport au fait que c'est deux visions complètement différentes qui s'opposent, deux visions de société complètement qui s'opposent, puis ces deux visions-là, c'est entre le Canada et le Québec, c'est parfait. André Couture poursuit, les antifas n'attendent que ça. Vous vous exposez, messieurs, dames. Puis à part de ça, faites bien attention, il y a peut-être des petits vieux et des petites vieilles qui vont aller vous supporter, puis ils vont se faire blesser. Ils vont se blesser par rapport à ce qu'ils vont recevoir des projectiles. C'est arrivé à Québec il y a une couple d'années. Il y a un monsieur qui était assez âgé, il en a mangé une maudite. Si vous ne comprenez pas, là, protégez votre monde. On va avoir un service d'ordre. Laissez faire un service d'ordre. Toi, tu essaieras de te battre contre une boule de billard qui vient de 50 pieds plus loin. Oui, tu essaieras de courir après la boule de billard. C'est de l'irresponsabilité. Je vous le dis, c'est d'être irresponsable. Puis vous êtes en manque de vedettariat. Ah, il y en a qui vont dire, ben oui, toi, Louis, t'as un poste de radio. Ben oui, ben faites-en un. Faites de quoi, là? Faites-le. Puis nous autres, je vous vois assez sur les vidéos que vous faites. Vous n'êtes même pas capable de parler en français. Vous dites que je fais sur des lives. Fais un live. Des lives. Bonjour, aïe. Je fais un live. Là, ça défend la langue française, je fais un live. Ben oui, je peux bien faire des lives. Bande d'idiots. Si vous êtes cave. Pas fort. Ben, puis partagez-le ce que je dis là, je m'en fous. Vous n'êtes pas content de moi, bien écrivez-moi, dites-moi, appelez-moi, 514-360-7181, on va ouvrir les lignes, on le fait de suite. 514, ceux qui sont pas contents, là, tu sais, qui organisent la manip du 4 mai, là, les grands organisateurs québécois de manifestations à 14 puis 15, sur le bout d'un coin de rue. Ben oui, intelligent. L'autre qui se présente au parc Émilie-Gamelin avec un drapeau du Québec avec une affaire gonflable bleue. Ben intelligent. Ben ouais, on a vu ces irréguliers. Ils ont présenté, moi, je vais défendre mon peuple. Je vais défendre mon peuple. Défendre rien, toi. Puis tu me représentes pas en passant. Je défends mon peuple, mon Québec. Ben oui. C'est aujourd'hui le jour de l'an qui nous revient à tous les ans. C'est aujourd'hui le jour de l'an qui nous revient à tous les ans. Oh, t'as raison. Pèse là-dessus, Jean-Marc. Oh, pareil comme dans le temps passé. Non, on va... ça, merci. On va ouvrir la ligne téléphonique. Tiens, ils sont pas contents. Là. Appelez-moi, mesdames et messieurs, j'ai le dos large, capable d'en prendre, puis gênez-vous pas. Vous allez les grands organisateurs de manifestations québécoises. Ouais. 514-360-7181. 514-360-7181. Appelez-moi. Vous allez voir. Antifa égale milice canadienne. Bon, là, vous exagérez peut-être, M. Dubreuil, je ne penserais pas. Ouais, je sais, si Route Caltar, j'ai pesé sur un mauvais piton, il y avait du musique du jour dedans. J'aimerais appeler à Radio Infocité, mais j'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Appelez pas. C'est tout.
t'appellerai quand vous aurez quelque chose à dire. Entertainment exécutif. Fait que, moi, c'est évident, j'irai même pas là. J'irai même pas couvrir ça. Non, ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut m'appeler? Ben non. Moi, je suis pas le genre à m'obstiner avec François. Ben, vous pourriez. François? Oui, Carl. C'est quoi, je dois te dire? Donc, c'est ça, le 4 mai, là, il y en a qui... on sait les sujets qu'ils défendent. Puis, à ce que je sache, là, François Legault se défend très bien actuellement. C'est de s'exposer inutilement. Exactement, c'est ce que André... C'est ce que André Couture nous disait, Mme Couture nous disait tantôt. S'exposer. S'exposer à qui? Aux antifas. Fait que, regarde. Puis, ce que je disais, Carl, tantôt, je disais qu'il vous exposez même des personnes qui peuvent être âgées à se blesser. Là. Puis c'est dangereux. Parce qu'à un moment donné, là, il peut y avoir un mort là-dedans. Là. Pensez-y 2 minutes, là. Parce qu'il y a des gens très émotifs de l'autre côté. Puis surtout sur l'île de Montréal, c'est d'aller jouer là, sur un terrain là, qui est vraiment... qui n'est pas conseillé actuellement. Ils le font tellement bien là, de l'autre côté. Tu m'as nommé les noms. Tu as passé là, l'entrevue à TVA. Là. J'espère que les gens ont bien entendu. Les gens qui ignoraient le dossier du journaliste concernant le dossier là, de l'imam là, qui prenait la parole. Puis ça l'a recoulé comme de l'eau sur le dos d'un canard. Ils ont dit, moi, j'y viens ici en tant que député de Viau. Il y en a un puis il semblait être très à l'aise de paraître publiquement avec des personnes comme ça. Donc, c'est de voir que de l'autre côté, là, ils ne réalisent pas. Certains, en tout cas, ne semblent pas réaliser l'impact que ça peut avoir sur l'opinion publique des Québécois de souche. Puis ça peut résulter à des ça peut résulter à une avancée du Québec puis de son indépendance plus qu'on pense. Il y a moyen, là, à mon avis, là, sans même parler d'indépendance, d'aller chercher là, des pouvoirs que c'est un geste de rupture que fait Legault. C'est ce que je réalise tranquillement. C'est véritablement un geste de rupture. Tout à fait. Puis moi, je rêvais de tout ça. Le Parti québécois était comme dans un carcan Québec solidarien qui faisait qu'à toutes les fois qu'il voulait y aller à ce niveau-là, se faisait vite trimballer par l'aile plutôt à gauche là, de ce parti-là. Tandis que là, Québec, la coalition Avenir Québec arrive. Je commence à comprendre le Mohamed Baron, là, celui là, que j'ai dénoncé pendant la campagne électorale, que j'ai été faire des vidéos. J'ai été le rencontrer dans son bureau de comté, qui parlait lui aussi de nettoyage ethnique. C'est très important de voir que nos adversaires travaillent le terrain depuis plusieurs mois et que là, on essaie de récolter, oui, dans leur clientèle montréalaise et lavalloise et dans quelques petites villes satellites là, qu'ils commencent à occuper aussi. Puis, c'est vrai, là, sur l'île de Laval, François, c'est libéral aussi. On le sent à Laval, comment ça a changé vite en 15 ans. Les francophones, les Québécois d'origine, étaient rendus... ils doivent l'être là, en bas de 50 puis on le voit que ça peut changer très vite. Mais ce que fait Legault en ce moment me rassure pour la pérennité de notre nation. Puis sans même parler d'indépendance. Donc, on va l'appuyer sur la laïcité. On va chercher un sujet qui use nos adversaires et qui renforce notre projet. C'est l'idée aussi de l'indépendance, c'est d'essayer de défendre notre vision du monde
Legault a vivement aussi appuyé l'idée que nos nouveaux arrivants doivent maîtriser le français. Ça, pour moi, je trouve que c'est rassurant. On ne l'a jamais eu du Parti libéral, puis on ne l'aura plus jamais. On va avoir de plus en plus un maire de Montréal qui va faire des discours en anglais, puis qui va essayer de régler les problèmes de la planète pour des raisons d'ego. On voit que Valérie Plante est très, très au niveau là, de l'ego, puis qu'elle veut essayer là, de garder le pouvoir sur son île, puis elle essaie de faire plaisir à sa clientèle. Faut pas y en vouloir là-dessus. Puis, faut essayer de décortiquer ça puis de comprendre pourquoi qu'elle agit comme ça. Ça fait juste montrer à la face du reste du Québec d'où en est rendue l'île de Montréal. La manif d'en fin de semaine avec cet imam-là, avec des députés du Parti libéral de Québec solidaire, c'est encore aussi une belle occasion. Ça a apparu à TVA. Je ne sais pas comment Radio-Canada a traité la nouvelle, sûrement très à l'eau de rose radio-canadienne, mais TVA a eu le mérite là, de poser la question à ceux qui allaient prendre la parole, là, aux députés. Puis ça permet de faire de la pédagogie sans même user notre idée. Là, c'est nos adversaires qui s'usent qui doivent aller passer des fins de semaine, aller dans des manifs. Puis allez-y, mes amis, exposez-vous. Vous nous donnez un très beau spectacle québécophobe. Puis ça va, on va se mettre à écœurer le monde avec ça, là. Ah, bien sûr, c'est sûr. Écoute, on n'est pas rendu au 4 mai, mais je pense que déjà, je pourrais prédire qu'il n'y aura pas grand monde là. Puis ceux qui pensaient y aller, là, je vous le dis tout de suite, allez, je vous suggère de ne pas y aller. Parce que vous allez vous exposer, puis en plus de ça, vous allez être identifié comme Philippe Couillard l'a bien dit. On va prendre des photos de vous. Ben, moi, je suis pas compliqué, moi. Ils ont ma photo, mais acceptez que si, dans le débat, c'est pas tellement grave, mais ce qu'il y a, c'est que vous allez porter flanc, et puis vous allez donner de l'argument aux adversaires. Regardez comment est-ce qu'ils sont d'extrême droite. Déjà, vous allez le cataloguer comme être des gens d'extrémistes de droite, même si vous ne l'êtes pas, hein, je tiens à le préciser, mais vous portez flanc, puis ça aide pas la cause du tout. Hey, Carl, il vient de sortir une petite une autre niaiserie d'Hubert Lenoir. Je sais pas si tu l'as vu passer. Oui, je l'ai vu passer. Il profite de l'incendie à Notre-Dame de Paris pour faire de la promo. Tu as vu passer ça? Oui, j'ai lu brièvement ça avant l'émission. Moi, cet artiste-là, un peu dans la foulée des Sophia Nolin puis des Chœurs de Pirates, qui représentent là, un peu nos artistes internationaux qui nous représentent dans le reste de la francophonie. Ça fait partie là, de notre système d'éducation. Ça fait partie ça nous permet de mieux comprendre. Encore une fois, là, je vais rester positif ce soir. Essayez plutôt que de tirer des roches à Sophia Nolin, Chœur de Pirate, puis Hubert Lenoir, de vous dire que c'est quand même des produits du système d'éducation du Québec. C'est Hubert Lenoir, il vient de où, lui? Il vient-tu de l'île? Oh, il doit venir de l'île. J'ai jamais entendu une de ses chansons, mais voici ce qu'il a dit. Notre-Dame de Paris brûle, ça me fait beaucoup de peine parce que mon film préféré, Les Aristochats. En même temps, je la comprends d'avoir voulu se crisser en feu. C'est beaucoup de responsabilité d'exister. Rest in peace. T'étais belle quand tu sentais bon les chandelles, écrit-il d'entrée de jeu, avant de poursuivre en présentant les dates de son spectacle, de spectacle à venir en Europe. Laissez-moi remonter le moral et vous annoncer la maroquinerie de Paris sold out, mais vous pouvez catcher up sur les autres dates, 18 avril, il y a ainsi de suite. Oui, c'est ça que j'ai lu, François. Pas fort. Hubert Lenoir. Non, pas fort, puis je peux vous dire une chose, ça m'incitera pas à écouter
ses tunes, parce que pour moi, là, je sais pas, j'ai jamais entendu, mais juste à voir ses commentaires, puis la manière qu'il pense, là, ben, c'est pour moi, ça devrait être seulement que des tunes. Je vais juste te rajouter quelque chose là-dessus, François. Ouais. Juste pour faire un pied de nez à Carl. Hubert Lenoir, natif de la capitale nationale, de son vrai nom, Hubert Chiasson, et son frère aîné, Julien Chiasson, ont connu un certain succès dans un groupe nommé The Season à l'époque. Et son nom de naissance, c'est Alexis Chiasson, en provenance de Québec, 1994. Il a 24 ans. Ah, OK. Bon, donc, il vient de Québec. Un produit de la belle capitale. De la vieille capitale. Oui. Ben là, regarde, qu'est-ce que tu veux. Bon. Messieurs, t'es obligé de parler quand même. Je vous rappelle que vous êtes au Journal du Soir en compagnie de Carl Brochu, Jean-Marc Drolet qui est à la régie, François Saint-Louis. Aujourd'hui, vers 13h, heure de Montréal, mon téléphone sonne, c'est mon frère jumeau, Jean, qui me téléphone, puis il me dit la Notre-Dame de Paris est en feu. Je dis quoi? Fait que là, elle est en feu. Ben là, je dis OK, bye, salut. Je prends mon sel, puis je regarde ça. Ben oui, il y a de la fumée blanche qui sort. Ça m'a rappelé la semaine dernière, j'étais dans un petit restaurant dans Centre-Sud, et j'étais sorti du restaurant, tout d'un coup, je vois de la fumée, c'était peut-être 9h, 9h30 du soir, au coin de la petite rue de la Rivière, là, de Lormier, dans ce coin-là. Fumée noire qui sortait du toit d'une église. Et je dis, hey, le feu est pris dans l'église, dans le toit. Puis, en fin de compte, les pompiers venaient de partout, on m'a fait sortir mon véhicule, etc. Mais là, c'est pas mal plus gros, hein, c'est Notre-Dame de Paris. Et je vais voir un peu sur mon cell, je m'en vais ouvrir la télé, puis je vois ces images là, quasiment d'horreur. Mais, faut que je vous raconte quelque chose. J'ai vu que ça, quelque part. Il y a quelqu'un qui m'a dit, puis je le crois sur parole. Il était en train d'écouter les nouvelles, justement un reportage spécial sur la couverture de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et là, il y avait 2-3 personnes dans la maison, là, puis pas des jeunes, là, des 40, 45 ans, 50 ans. Ils ont décidé, Carl, écoute-moi bien, ouvre grand tes oreilles. Ils ont décidé de changer de chaîne de télé pour écouter les Simpsons. Là, le gars est arrivé, puis il a dit, quand il est revenu, puis il écoutait les Simpsons, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, quoi, on regarde les Simpsons? J'ai dit, les plus gros trésors du monde sont dans l'église Notre-Dame de Paris, il est en train de passer au feu, en direct, puis vous autres, vous écoutez les Simpsons. Et il a dit, c'est quoi votre quotient intellectuel, vous autres? Et là, il parlait plus. C'est ça qu'on a à faire. On a à faire avec bien du monde de même, le Carl. C'est terrible. Bah, écoute, c'est terrible. Puis je m'en fous, moi, que ça brûle. Là, le gars, il dit, sais-tu qu'il y a les couronnes d'épines de Jésus dans cette église-là? Puis il y a des reliques extraordinaires, des orgues extraordinaires, des vitraux extraordinaires, puis toi, t'écoutes Bart Simpson. C'est ça qui forme le peuple québécois. Hein? Il ne faut pas généraliser, là. Mais quand tu vois ça, puis quand on m'a dit ça, là, tu te dis, Chris, on sort de loin, on a du rattrapage à faire. En tout cas, je tiens à vous le dire. Mais, parmi, les reliques qui étaient à l'intérieur de la cathédrale, les orgues, des rosaces, des trésors plus précieuses conservées, les plus précieuses qui étaient conservées à Notre-Dame de Paris, c'est la Sainte Couronne, qui a été posée, selon ce qu'on dit, là, sur la tête de Jésus, peu avant sa crucifixion. Il y a aussi des reliques qui ont été sauvées des flammes aussi, il faut le dire. La tunique du roi Saint-Louis, un des rois de France les plus fameux, également conservé dans la cathédrale, selon son recteur. Outre la Sainte Couronne, Notre-Dame conserve 2 autres reliques de la Passion du Christ. Un morceau de la croix de Jésus-Christ et un clou de la Passion.
Bon, il y a d'autres parmi les 3 orgues de Notre-Dame de Paris. Le grand orgue avec 5 claviers, c'est 109 jeux et c'est et près de 8000 tuyaux. Écoute, des rosaces, on parle pas des rosaces, mais regarde, on va en parler, puis par chance, là, il y a quelque chose, c'est encore une fois mon frère qui me disait ça, Jean qui me disait que pour la reconstruction, il y a des photos, des millions de photos qui ont été prises, qu'on va pouvoir probablement la reconstruire de façon quasiment intacte. Mais sans oublier que toute la structure là, de pierre est restée. On va sûrement s'assurer de solidifier tout ça, mais il y aura moyen de rebâtir. Et je connais les Français, et ils vont faire ça avec tous les talents qu'ils ont. Et j'ai entendu dire, je ne sais pas si tu as vu ça, Carl, mais il y a déjà une famille qui veut donner 100 millions. Une famille riche, là. Ah ouais. 100 millions. Fait que je crois que ça ne prendra pas 200 ans à rebâtir. D'une manière ou d'une autre, tout ce qui est structure est encore là, les murs de pierre, etc. Ce qui fait que, d'après moi, un bon 10-15 ans, là, puis ça va être assez pour rebâtir Notre-Dame de Paris. Et probablement que... Et ce qui est intéressant aussi dans tout ça, dans tout ce malheur, c'est que les pompiers et beaucoup de... Je pense que si j'ai bien compris, il y a eu des monsieur et madame tout le monde qui ont participé à sauver, et ou probablement certains prêtres, là, tout ce qui est des trésors, des peintures, des œuvres d'art extraordinaires, évidemment les vitraux non, mais ce qui est le plus important, ben, ça a été sauvé. Ça, c'est quand même ça de positif. Et c'est pas une perte totale, même qu'à un moment donné, on pensait que les 2 tours étaient pour s'effondrer. Non, ça n'a pas été le cas du tout. Et somme toute, ben, on a sauvé les meubles, comme on dit. Je sais pas comment tu as vécu ça, toi, Carl? Est-ce que tu as vécu ça en direct ou tu as appris ça... Non, malheureusement, sur le chantier de construction où je travaillais, il n'y avait pas d'écran que je pouvais regarder ça. Mais après le souper, puis un petit peu avant le souper, j'ai regardé ça. Écoute, les flammes semblaient être pris... ils vont peut-être réussir à sauver là, certains éléments de pierre, mais pour ce qui est de la structure, c'est ça, là, on parle d'une cathédrale de style gothique. Donc, c'est des grands arches là, qu'on a réussi à faire tenir là, grâce à l'architecture qui a évolué. Là, c'est ça, on dit qu'elle a 856 ans, cette cathédrale-là. Puis je me rappelle, là, quand on la visitait aussi, il y avait comme une maquette pour montrer là, comment on avait construit cette cathédrale-là. Puis oui, c'est ça, là, il y a toutes sortes d'histoires de rattachées à ce monument. Puis les Français aujourd'hui sont en deuil. Puis par contre, moi, je peux te dire, quand t'as la gang qui ont écouté les Simpsons, si je regarde l'étudiant moyen qui sort du secondaire 5 et tu lui demandes de te parler là, des édifices les plus populaires de l'Europe ou de la France, on va te sortir la Tour Eiffel, mais après ça, la cathédrale Notre-Dame de Paris versus ce qu'elle représente, je vais te dire que tu vas avoir un très faible pourcentage. Possible. Donc, il y a pas... le citoyen moyen va en entendre parler aux nouvelles aujourd'hui, va s'intéresser au sujet, mais il y a plusieurs Québécois qui visitent la France puis automatiquement vont à Paris là, dans leur premier voyage. Donc là, l'église Notre-Dame, on la connaît parce qu'à Paris, là, c'est après la Tour Eiffel, là, c'est une des places là, qu'on va voir. Il y a le musée du Louvre, il y a l'Arche de Triomphe. Puis c'est ça, il y a l'église Notre-Dame. Puis il y a notre chanteur québécois là, qui nous l'a fait connaître un peu.
Donc, mais l'histoire de la cathédrale, un jeune de 15 ans aime mieux écouter les Simpsons. On est dans l'ère du temps je te parle pas de 15 ans, Lenoir, je te parle de 40 ans, 45 ans. Oui, puis c'est pour te dire comment c'est des les signes, comment qu'on appelle ça, les signes, les monuments, tout ce que peut représenter l'architecture, l'histoire qui est en arrière de ça, comment ça doit être appris à l'école. Il faut aussi sortir un petit peu des locaux, puis de ne pas avoir peur d'aller sur place. Moi, à Québec, dans le temps que j'enseignais à Québec, j'aimais beaucoup aller sur les plaines d'Abraham, puis d'expliquer comment on avait perdu la bataille, comment les Anglais nous avaient envahis dans l'automne 1759. C'est des choses là qui nous permettent de vivre l'histoire. Puis là, l'incendie, oui, moi, je pense qu'à cette heure, j'ai hâte de voir comment ils vont faire pour essayer de recréer la même chose qu'on avait avant. Parce que c'est c'est quand même un bâtiment très complexe. Hey, il n'y a pas un coin qui n'a pas été sculpté, François. Es-tu déjà allé, toi, à l'église Notre-Dame? De Paris, non. Hey, allé, toi? Devanture. Oui, j'ai été à 3 reprises. Puis la devanture, là, il semble être sauvé. Ça, c'était des sculptures là, qui tout autour du portail là, de l'église. Mais avez-vous vu l'intérieur? Oui, l'intérieur. J'ai rentré à quelques reprises aussi. Je t'apprends mettre une photo de Notre-Dame de Paris actuellement, l'état qu'elle est actuelle. Hein? Puis, Okay. Il ne reste que la pierre actuellement. Puis tu vois la croix sur l'autel. Une partie de l'autel, on dirait qu'il semble ne pas avoir été touchée. Mm-hmm. Et on voit je sais pas comment ça s'appelle, le truc où est-ce que le curé monte là, pour parler au... la chaire. La chaire, ben, c'est ça, oui, la chaire semble être encore là. Mais c'est à peu près tout, là, ça a bien routi. Là. Il ne reste plus rien, regarde, il n'y a plus rien sur les murs des deux bords, là, jusqu'en haut. Ah oui, puis on parle là, d'une cathédrale de style gothique. Puis c'est pour ceux là, qui comprennent un petit peu. Moi, dans mes cours d'histoire à l'université, on l'a appris. Là, c'est les premières églises où ils ont réussi à créer de l'espace intérieur en faisant des arches de pierre, mais vraiment très, très... qui ont monté en hauteur, là, avec un principe là, tu sais, là, des entrées en rond, là, où tu mets la dernière brique au centre, puis toutes les briques tiennent toutes les briques, là. Il les montrait là, sur place, comment ils montaient les arches pour créer de l'espace à l'intérieur. C'est ce qui donne la particularité au style gothique. Puis, ces arches-là, en ce moment... certains stades. Oui, puis les arches, là, sont en pierre, fait que ça a été sauvé. Mais toutes les boiseries, puis ce qui faisait un peu le décor, ça, c'est parti, il n'y en a plus, là. Même s'ils ont arrosé, puis ils ont peut-être effectivement sauvé certaines structures de pierre, mais qui devront être quasiment refaits de A à Z, là. Je vois pas comment on va sauver des murs de pierre, mais le reste devrait être repris de A à Z. Là. Tout ce qui est... si on réussit à sauver des œuvres d'art, les vitrailles, entre autres, là, oublie ça, là, d'après moi, là, juste la pression puis la chaleur. Oui, mais là, il y a assez d'expertise dans la fabrication de vitraux et sculpture, au niveau du coulage du bronze, pour refaire quand même, remettre l'église Notre-Dame de Paris comme elle était avant. Peut-être pas avec les mêmes matériaux, là,
Mais disons qu'on a assez... L'important pour moi, c'est les murs de pierre. La décoration intérieure, ça, j'espère qu'on ne niaisera pas à amener du contemporain, puis non. Non, ils vont refaire comme c'était. J'espère. Parce que l'église Notre-Dame de Montréal, là... Il y a même des églises à travers le monde qui ont emprunté de son architecture. Exact. Ben, l'église Notre-Dame de Montréal, Jean-Marc, c'est exactement une copie, mais pas conforme, là, mais une copie. Sauf que mon père est allé à quelques reprises à Notre-Dame de Paris et il m'a dit que l'intérieur de l'église Notre-Dame de Montréal était encore plus belle. À cause du décor. L'église Notre-Dame de Montréal, la basilique Notre-Dame de Montréal a été construite en 1823 à 1830 environ. Ça a été un petit peu plus long pour les deux tours des cloches, mais le décor, ça a pris 75 ans à décorer l'église Notre-Dame de Montréal. Fait que ça se construit pas en 2 temps, 3 mouvements. Par contre, je pourrais penser qu'avec... je sais pas, on verra comment l'état de l'église Notre-Dame de Paris, mais moi, je pense qu'un 10-15 ans, là, si tout le monde s'affaire à la tâche, là, ben, les artisans, les sculpteurs, parce qu'une sculpture, là, tu peux pas construire... Ça se fait pas en deux jours, là. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà fait une sculpture de Louis-Joseph Papineau. Ça a pris 6 mois. C'était haut de 23 pouces de haut, 24 pouces de haut. Fait que... oui, puis François, trouver la main-d'œuvre, là, le commentaire d'André Couture, encore une fois, est judicieux, là. C'est les Français sont des maîtres en conservation architecturale, mais il faut la trouver, cette main-d'œuvre-là. Là. C'est vraiment un casse-tête à remonter de A à Z. Puis quand tu parles de 10-15 ans, là, j'ai pas de misère à te croire. Ce sera pas là, dans 6 mois qu'on va remettre les pieds dans cette cathédrale-là. Non. Mais ils vont la reconstruire. Là. Je vois pas comment on pourrait faire autre chose que de reconstruire. J'ai hâte de voir. Il y a des sculpteurs, là, je peux te dire, des artistes, là, s'il va y avoir de l'ouvrage pour eux pour les 15-20 prochaines années. Ça, je te dis tout de suite. Oui, exactement. Ce qui va être intéressant à voir, là, pour ceux qui vont être capables de vivre assez vieux, là, ben, c'est peut-être de voir le produit fini. Et je pense que d'ici 10-15 ans, écoute, on a construit le stade olympique. Ça a pris combien de temps de construire le stade olympique? Tu vas me dire qu'il n'y a pas des œuvres d'art là-dedans, là. Bien d'accord, c'est du ciment. Ça reste du ciment, des sièges, du béton. Mais acceptez que, disons, un 7-8 ans, là, 8 ans, 9 ans, une dizaine d'années. Disons une dizaine d'années, 15 ans, là. Puis je pense qu'on est capable de reconstruire. Et évidemment, tu sais, toute la structure est là. C'est pas comme avant, là. Puis avant, ben, quand on montait des grosses pierres, là, j'ai déjà vu ça, moi, des églises, quand on construit... Tu sais, les francs-maçons, là, ça a commencé de même, hein, les maçons qui faisaient des églises. Moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je construis des églises. Ah ouais? Ben, à l'époque, pour monter les grosses pierres, il y a des gens, je me suis toujours demandé comment est-ce qu'ils faisaient pour monter les pierres en haut. Pas de bon sens, personne ne peut monter ça en haut, même à bras humain. Non, c'est un système de poulies qui était comme les petites souris, là. Il y a un système de poulies, c'est des souris qui sont dedans. Tu sais, quand une souris court dans ben, c'était des chevaux. Puis qui marchaient dans la poulie. Elle est grosse pour rentrer un cheval. Là. Et puis qui montaient les poulies avec un système de poulies jusqu'en haut, les grosses pierres. Fait que c'est comme ça qu'ils montaient. Les bâtisseurs d'église, là, c'est extraordinaire. Là, il y en a un bon bout de fête, mais ça va prendre du temps. François, c'était une maquette comme ça là, qui montrait ce système de poulies-là qu'il y avait dans la cathédrale Notre-Dame, oui. C'est dans quelque part là, dans la cathédrale, là, il y avait cette maquette-là là, qui était très intéressante. Puis oui, c'est l'autre chose aussi. Ça l'a l'architecture de ces églises-là a révolutionné par le fait même l'architecture. Puis qu'est-ce qu'on a pu faire ensuite comme bâtiment? C'est ça aussi que ça a servi. Ça l'a montré. Ça l'a
les croyances religieuses ont poussé l'humain à se surpasser pour essayer de faire les plus beaux monuments pour leurs croyances. Puis, ils disent, hein, la foi peut déplacer des montagnes. Ben, quand tu visites des lieux comme ça, tu réalises comment les croyances religieuses devaient être importantes. Mais il n'y a pas juste le religieux, même dans cette église-là. Les Français font le deuil aussi de l'histoire qui se rattache. Quand on a eu les gros événements là, qui ont marqué l'histoire de la France, ça a souvent passé par l'église Notre-Dame. Donc, durant le temps de la guerre avec l'Allemagne, Hitler a essayé de la faire brûler, cette fameuse église-là, en passant. Ouais, ça n'a jamais marché. Ça a passé à travers toutes les guerres. Tu as raison, Jean-Marc. Et ça n'a pas passé à travers les rénovations. Hein. Ça a passé à travers les guerres. Ça a passé à travers la Révolution française. Mais j'ai hâte de voir l'enquête. Hein. J'ai hâte de voir l'enquête. Hein. Est-ce que c'est criminel? C'est pas. Là, on dit tout de suite. Non. Ben, ça a déjà été... oui, on a décidé ça. Il y a un des policiers qui était au coin de la rue lorsque que ça a commencé, l'incendie. Un des ouvriers est descendu vite en bas parce qu'il dit le feu est pris. Puis il est allé, il a demandé pas au curé, au vicaire, whatever, la personne qui était là dans l'église, de lancer tout de suite les cloches pour faire sortir tout le monde avant qu'arrive plus de choses. Puis là, ils ont déclenché l'alerte. En tout cas, je ne sais pas où sont situées les cloches, mais j'ai vu un reportage sur YouTube. Allez écouter ça, vous allez voir, c'est intéressant. Tapez ça, tu sais, je vais le faire pour vous en ce moment, je vais vérifier, voir si ça peut... les nouvelles cloches restaurées, Église Notre-Dame de Paris, c'est passé. Disons, ça fait pas tellement longtemps, et on les a bénis. Ça fait peut-être 7-8 ans de ça. Et je peux vous dire une chose, tu as des bourdons là-dedans. Là, sonnerie des nouvelles cloches de Notre-Dame de Paris. Inauguration, ouais, c'est ça. YouTube, inauguration des nouvelles cloches de Paris. Mais il y a une vidéo là-dedans, vous allez voir quand vous allez peser dessus. Là, il y a une messe, là, puis c'est d'une durée... Là, c'est de 8 minutes 15. Vous allez voir, c'est extraordinaire et on les voit, là, les cloches. Est-ce qu'elles ont... Ah ouais, écoutez, sont en or quasiment, ces cloches-là. Vous allez voir. Je vais vous le copier, je vais vous le mettre sur Internet, sur Facebook tout de suite. C'est extraordinaire. Et je le mets à l'instant, là, pendant que je vous parle. Vous allez voir que c'est... je ne sais pas s'ils ont passé au feu, je ne penserais pas parce que ça brûle pas si c'est en bronze. Est-ce que c'est ces cloches-là que je montre? Attends un petit peu, mais là, je partage à l'instant. Je sais pas, Jean-Marc, je vois pas par où, je vois pas par lequel canal que tu es actuellement. Sur les moniteurs que moi, je les vois, tes cloches, là. Oui, c'est c'est ces cloches-là, oui, t'as raison. C'est ces cloches-là. Mais tu vois les madriers, tu vois comment c'est fait en bois, là? Ça a bien brûlé. Écoute, tout est en bois là-dedans, là. C'est des troncs d'arbres complets. Ça date de 800 quelques années, ce bois-là. 1000 ans même, on parlait de 1000 ans. Ben oui, les gars, ça a dû brûler comme des allumettes, là. C'est sûr. Là. C'est tout à refaire, là. Je suis convaincu, là. Pas besoin d'être un grand spécialiste, là, à voir les images là, qu'on a vues là. Puis, par contre, quand la première fois qu'on va à Paris, puis qu'on voit l'église Notre-Dame, on voit la tour Eiffel, puis on voit tous les monuments historiques qu'il y a là, tu te demandes qu'est-ce que les Français faisaient à part que faire des bâtiments de même. C'est des... Il n'y a pas 1 centimètre de ce ville-là qui n'est pas travaillé esthétiquement parlant. Puis cette église-là, ça montre aussi... l'église Notre-Dame fait partie de l'identité de la ville de Paris. C'est très beau, là. Moi, je me rappellerai toujours de ce cathédrale-là, le gros
le gros vitrail en rond. Là. Ça a été... comment ça... C'est de toute beauté. Là. Quand tu rentres à l'intérieur, les vitraux qu'il y a là, il y en a des milliers. Puis... tu tends l'oreille là, sur les guides touristiques là, qui expliquent un peu la signification de chaque image. C'est pour ça que ça, les vitraux, ils n'ont pas de misère à les refaire parce que tu as des historiens là, qui allaient conter l'histoire de chacun. Là. Donc, avec les photos, puis... D'après moi, ils vont reproduire de façon intacte, là, mais excepté... J'espérons qu'ils ont... Bon, les statues, là, les 14 statues, là, il y avait les 12 apôtres là-dedans, puis bon... Une rosace, c'est ça, excuse. La rosace, oui, la rosace. Les statues, elles ont tous été descendues la semaine dernière pour aller se faire restaurer. On a dit que ça prendrait 2 ans avant de les restaurer. 2-3 ans. Et elles seraient exposées à l'intérieur de l'église Notre-Dame. Et quand elles seraient toutes restaurées, on les aurait remontées dans 4, 5, 6 ans, 7 ans. Mais là, ça va prendre... disons, plus de temps. Mais j'ai hâte de voir combien de temps ça va prendre, combien de temps est-ce qu'ils vont prévoir pour reconstruire tout ça, comme de façon, espérons-le, là, de façon intacte. Mais ça va être difficile, mais ça va être un travail de longue haleine. Et je pense que la fierté de la France, c'est la Tour Eiffel, mais c'était aussi Notre-Dame de Paris. Mais... il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, par contre, et je tiens à le dire. Regarde, on la voit, là. Excuse, François, on voit l'image là, à l'intérieur de l'église Notre-Dame. Oui. C'est ce que je te disais, là, le style, gothique. Oui. C'est vraiment des grands arches, là. Ils nous le disent, la hauteur, que c'est le centre que tu vois là. La hauteur, là, c'est vraiment c'est surprenant qu'il y a 850 ans, on puisse monter des bâtiments comme ça. C'est une des premières cathédrales gothiques qui va... Ensuite, là, il y en a... Moi, j'ai vu la cathédrale de Amiens, qui est encore plus haute que ça. Là, je vous referai pas un cours d'architecture, là, mais la Notre-Dame, c'est même pas la plus grosse. Il y en avait des plus grosses que ça. Puis il y a une à Cluny, qui, elle, est complètement déconstruite. Là. Il y a juste les fondations. Elle était de style avant-gothique. C'était le style... je me rappelle plus peut-être que André Couture va me le dire. Mais c'est ça, il en existait une encore plus grosse que ça, mais vraiment pas là, les arches. C'est ça qui est important. Ça, d'après moi, là, tout est à refaire. Il y a à peu près juste les murs, d'après moi, puis certaines colonnes qui vont pouvoir garder. Mais pour le reste, là, écoute, il faut que la structure soit sécuritaire, puis j'ai bien hâte de voir là, le génie français va être mis à l'épreuve pour recréer une cathédrale Notre-Dame là, qui va inspirer à nouveau les Français. Tout à fait. Bon, ça va être... c'est triste, c'est un jour triste, mais acceptez que je sais que je pense là, que les Français vont relever le défi. Ils vont aller chercher les plus grands artistes, les plus grands artisans du monde. Et moi, j'ai juste à dire aux gens, aux artisans, là, puis qui sont bons là, dans leur domaine, peut-être aller faire un tour en France dans les 10-15 prochaines années. Sortez vos CV, vous allez avoir du travail là. Puis, mais il faut être bon, par exemple, parce qu'ils ne feront pas n'importe quoi. Pour la dernière minute, François, je vais défendre mes Simpsons. Je les adore, mes Simpsons. C'est toutes des voix québécoises que tu entends à la télévision. Puis beaucoup de leur caractère. Les gens, M. Gorning est venu ici à Montréal. Regardez comment que la traduction québécoise était faite. Puis il y a des personnages qui ont été modifiés par rapport à comment nous autres, on faisait l'interprétation. Bon, OK, d'accord. Hey. Vive les Simpsons. En plein dindant, François. Oui, bon. Et vive les Simpsons, mesdames et messieurs. Pendant que Notre-Dame de Paris... Notre-Dame de Paris passe au feu, nous, on écoute les Simpsons. Je te dis pas de pas écouter, Jean-Marc. Loin de là. Mais
pendant que bonne soirée, la gang. Moi, je m'en vais. Merci. Hey, Jean-Marc, on se reparle demain soir. Merci d'avoir été là, Carl. Carl Brochu, Jean-Marc. En conclusion, je voulais t'interpréter « Il est temps... » C'est quoi donc? C'est le temps. Il était le temps des cathédrales. Le monde a changé. Le monde est entré dans un... Mais c'est ça, c'est vraiment triste ce qui s'est passé en France. Mais c'est ça, on va sûrement savoir se relever, comme l'a si bien fait la France à plusieurs reprises. Oui. Demain, Carl, j'aimerais te parler de l'industrie du taxi. Ah oui. Oui, absolument, parce que on a Patrick qui nous en avait parlé la semaine passée. Oui, il devait être avec nous ce soir, mais il a été pris ailleurs. Je pense qu'il travaillait. Fait que... Oui, puis il avait l'air à dire que M. Legault était un grand tortionnaire parce qu'il laissait tomber je ne sais pas combien de travailleurs. Ben, on va analyser ça ensemble. Je vais lire là-dessus demain, puis on s'en reparle demain soir. Oui, en espérant que Patrick Sénaud soit là demain soir. On va essayer. En passant, pour revenir sur Notre-Dame de Paris, j'ai probablement Père Jean qui a été souvent à Notre-Dame de Paris. J'ai logé un coup de téléphone. J'ai laissé un message tantôt. Père Jean, c'est l'aumônier de la prison de Bordeaux pendant 30-35 ans. Et puis, il a été à Paris un bout de temps, puis il a vécu à Notre-Dame de Paris, ou tout à côté, tout près de Notre-Dame de Paris. Fait que j'essaie de l'avoir pour vous, mesdames et messieurs, le Père Jean, l'aumônier de Bordeaux. Fait que essayez d'avoir ça demain soir, c'est 15-20 minutes. Et puis, on va revenir avec... demain, et n'oubliez pas, mesdames et messieurs, demain soir, les chiens fous qui commencent à 19h. Fait que soyez là. Carl Brochu, on va être là demain soir. Sans faute, mon cher Carl. Bonne fin de journée. Salut, Carl. Salut, tout le monde. C'était le Journal du Soir. Au micro de radioinfocité.com. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.